Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez mené votre vie à vos rythmes grâce à des notes de musique que vous avez écoutées mais aussi couchées sur le papier, ce qui vous permet de les transposer aujourd'hui dans un livre. Bonjour Patrice Blanc-Francard. Bonjour Jacques Pessis. Alors, il y a ce livre Rock My Soul chez Calman Levy dont on va parler, mais on va évoquer aussi votre parcours, un long parcours de radio, de télévision, de musique, avec des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée, alors c'est le 20 novembre 69, un anniversaire à l'Alcazar, l'anniversaire de ce musicien. L'anniversaire de Duke Ellington, et vous êtes là à l'Alcazar, je crois que c'est la première fois de votre vie. Oui, mais pour dire que Duke Ellington aussi, je crois que c'était la première fois de sa vie à l'Alcazar. Oui. Et c'était l'orchestre en 69 où il y avait encore des formidables musiciens, il était encore en forme, c'était génial. Voilà. Et il avait fêté ses 70 ans, je crois. Il est venu à Paris pour ça. Et vous étiez au micro à l'époque du Pop Club de José Arthur. Et toute la soirée, vous annonciez les musiques qui allaient être diffusées, Patrice Blanc-Francard. Ben oui, ça, c'était drôle. Ça me rappelle. Je m'en souvenais plus du tout. Vous me le rappelez à l'instant. Écoutons-le. Voilà, mais ces musiques-là étaient formidables parce que Duke Ellington, ça a été la star des musiciens, le meilleur orchestre des États-Unis. Oui, mais Ellington, c'est pas juste un orchestre, c'était une façon de voir la vie. C'était un compositeur extraordinaire. Ellington, il a été pratiquement piloté par un gangster. Parce que dans les années 20, les gangsters adoraient le jazz. C'est comme aujourd'hui le rap, si vous voulez. Et à Chicago et à New York, c'était eux qui avaient le haut du pavé sur les boîtes de nuit. Et au Cotton Club à Harlem, c'est un gangster, Owen Maiden, qui a engagé Duke Ellington et lui a dit, bon ben maintenant tu joues toutes les nuits, 6 jours par semaine. Et pour un compositeur, imaginez-vous ce que c'est. Le gars rentre chez lui à 3 heures du matin, et il a des idées formidables, il couche ça sur le papier, sur une portée jusqu'à je sais pas quelle heure. Et le soir, il le donne à son orchestre, il la répète en direct. C'est fantastique. Alors, il se trouve que c'est sur ce soir-là, il y a une photo mythique, Maurice Chevalier de Duke Ellington, car Maurice Chevalier, quand il était aux États-Unis, a été le premier à engager Duke Ellington pour l'accompagner sur scène à New York. Ah, je ne savais pas ça. C'est une bonne information. Ça a été un scandale d'ailleurs, parce qu'il était noir. Et l'Alcazar de Paris, bon, c'était à l'époque le lieu de la fête parisienne. En fait, Jean-Marie Rivière avait trouvé une vieille imprimerie qui fermait et l'avait transformée en music hall. Et c'était pas votre univers au départ. Pas du tout, non. Mais bon, José m'avait dit, il y a un truc formidable à l'Alcazar, c'est juste pour toi, Duke Ellington, ça doit être ton affaire, on y va, et puis on se pose pas de questions. Voilà. Et José Arthur, bon, ça a été un peu votre premier employeur au micro, il vous a repéré, et il avait un esprit fabuleux, José Arthur, l'esprit de Paris. José Arthur était un génie. Et il y a 2 personnes qui m'ont absolument tout appris en termes de médias, je dirais même pas de radio, de télévision. C'est Pierre Vigne qui a été directeur des programmes de France Inter pendant cette période bénie des années 70, et José Arthur, avec lui, il donnait aucun conseil à personne. C'était tais-toi et nage. Mais dans le nage, il vous faisait comprendre très vite ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Mais il avait cette capacité extraordinaire de passer la surmultiplier, l'overdrive, au moment où le directeur de France Inter ou de Radio France arrivait à minuit et demi avec des artistes sous le bras au Pop Club, et immédiatement, lui qui était déjà sur un très bon régime, passait dans la zone rouge, et c'était d'une brillantissime. Voilà, et il faisait comme nous ici, la radio du soir, avec le Pop Club, et nous, c'est les clés d'une vie. Mais c'est voilà. Complémentaire. Félicitations. Alors, il se trouve de José Arthur, on l'oublie, il a commencé comme comédien, et il a tourné dans le premier film sur la résistance, qui était Le Père tranquille de René Clément. José, souvent après le Pop Club, parce que ça se terminait, vous savez, à 1h du matin, et après, il y a toujours cette espèce d'adrénaline qu'on a quand on fait une émission qui dure 3 heures quand même, et surtout en public. Au début, on ne sait pas comment on va se tenir, etc. Mais donc, il nous invitait à dîner, souvent à Saint-Germain-des-Prés, ça se terminait à pas d'heure, et à la fin du dîner, c'était toujours la même chose. Je ne serai jamais Gérard Philippe. Il rêvait de l'univers du théâtre, moins du cinéma. José Arthur vous a appris beaucoup, Patrice Blanc-Francard, mais vous avez peu appris, c'est à l'école. Je crois que vous avez triplé votre seconde. Très peu de gens le savent. Enfin, triplé, c'est difficile de le dire parce qu'en fait, à vrai dire, mon père s'est rendu compte sur le tard que je n'y allais pas. En fait, j'allais à la patinoire où il y avait des filles assez sublimes qui étaient beaucoup plus intéressantes que notamment le professeur d'allemand que j'avais qui était absolument épouvantable.
Et le professeur de maths en parlant pas. Mais l'école, pour moi, j'ai vu, c'est drôle que vous en parliez, parce que récemment, j'ai regardé une photo où j'avais beaucoup moins de 16 ans, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et dans le regard, je vois le regard atone d'un type qui s'ennuie, mais vraiment d'un gris, plus gris que gris. Et j'ai jamais été un grand fan de l'école. Mais j'ai appris des choses. Remarquez, Guitry aussi, Sacha Guitry n'allait pas à l'école et un jour, je crois que c'est au lycée, je sais plus quel lycée, un lycée parisien, Janson de Sailly, il y a son père qui arrive en disant vous allez renvoyer mon fils, et le directeur dit je peux pas le renvoyer, on le voit jamais. J'étais au même lycée, donc il doit y avoir quelque chose, une parenté là-dedans. Voilà. Alors il se trouve que votre père s'en est aperçu, je crois que c'est Jean-Marie, oui. Et il était ingénieur du son et il m'a dit tu vas faire ça. Oui, c'est-à-dire qu'il a fait une ligne de 2, il dit tu veux pas aller à l'école, mon petit gars, très bien. Alors il a passé un coup de fil à un de ses copains qui travaillait à ce qui était même pas Radio France à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Paris Inter, je crois. Peut-être. Et il lui dit, à partir dans 2 jours, tu vas travailler. Ça commence à 5h30 le matin. Et je me suis retrouvé dans un studio avec des gars qui faisaient marcher des machines assez incompréhensibles. Et ils portaient tous des blouses grises. Et j'avais aussi une blouse grise à porter. C'était, je sais pas ce que j'avais envisagé de plus gai au monde, mais finalement, c'était un univers très intéressant. C'était une sorte de vraie université de la radio. Oui, et à l'époque, la technique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, Patrice Blanc-Francard. Non, mais elle commençait déjà, parce que sans technique, il n'y a pas de radio, comme vous le savez. Donc, c'était une technique plus petite que ce qu'on connaît. L'univers numérique n'existait évidemment pas. Il n'y avait pas des studios avec 32 pistes. Il n'y avait pas de stéréo, mais il y avait quand même des potentiomètres, des micros qui étaient réglés et auxquels il fallait toucher d'une manière, il fallait faire très attention. Et vous avez commencé au bas de l'échelle, en portant les cafés, puis vous avez appris votre métier sans aller à l'école. À vrai dire, j'ai quand même réussi un examen d'électronique qui permettait de passer à un stade supérieur, juste au moment où j'ai décidé de démissionner de la radio. Oui, parce que votre vraie passion, Patrice Blanc-Francard, c'était la musique, depuis toujours. Bien sûr. En fait, je ne sais pas pourquoi exactement, parce que on allait dans les studios avec mon père nous faisait venir quand on était petits, enfin petit, mon frère et moi, on devait avoir entre 8 10 ans, et en culotte courte, on était déjà dans cet univers qui à l'époque était un univers de science-fiction. Un studio d'enregistrement, c'était avec tous ces petits boutons que ça met dans tous les sens, ce qu'on appelle des consoles. Aujourd'hui, ça paraît évident parce que tout le monde en a une chez soi, les gamins font tous leur truc sur leurs ordi personnels, mais à l'époque, c'était une soucoupe volante. Et puis, il y a un copain dans l'immeuble qui vous a fait découvrir la musique, notamment le jazz, je crois. Oui, à l'époque, mon frère et moi, on écoutait tous les trucs de rock. Et moi, j'étais assez fan de Paul Anka, qui était un gars assez sirupeux quand on le réécoute aujourd'hui. On écoutait Elvis, on écoutait tout ça. Et lui, il nous fascinait parce que ce gars-là avait un scooter Lambretta 250 cm3, c'est pas n'importe quoi, en 1957, disons. Et il jouait du trombone dans les boîtes de jazz. C'était le fond du fond de la dépravation quand même. Et il nous regardait, il disait mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écoutez les gars? C'est nul. C'est de la... Enfin, je peux dire le mot ici, oui. De la merde. Oui. Et donc, il a dit, maintenant, à partir de maintenant, vous allez commencer à écouter de la vraie musique. Donc, quasiment, il nous a donné des devoirs à la maison. Et au bout d'un certain temps, on se dit, quand même, c'était des disques de 1925, 28, etc. C'était très compliqué à écouter. C'était un son, quelquefois, assez boueux. Mais bon, mon frère s'est acheté un cornet à piston aux puces, moi un banjo. Et au bout de 3 mois, il en jouait très bien, et moi pas du tout. Donc je me suis dit que l'instrument de musique n'était pas mon fort et qu'il valait mieux continuer à en écouter. Oui, et à écrire, car un jour, vous fréquentez une boîte de jazz, vous écrivez un article, une chronique sur un solo coupé, et vous l'envoyez au journal Jazz Hot, qui était la grande revue de jazz, la première revue de jazz, Patrice. Oui, j'avais pas l'air d'un imbécile, parce que à l'évidence, tout le monde faisait ça dans les studios. Quand un bassiste prenait un solo et qu'on n'entend pas la basse à cause du fait qu'on n'est pas dans le royaume de la haute fidélité, et sur un petit transistor pourri, on n'entend pas du tout les fréquences basses, le gars dit bon, je vais couper le solo de basse, un point c'est tout. Et donc c'était une pratique courante qu'on coupe les solos. Et moi je m'insurgeais, on n'a pas de droit, l'artiste, etc. Bon, alors le rédacteur en chef Philippe Huclin m'a dit bon écoute, c'est pas mal, on va essayer sur un autre disque si tu veux bien. Et donc vous avez commencé à écrire comme ça pour un article pour Jazz Hot, qui est paru en plus, à votre grande surprise. Oui, je m'attendais pas à ce qu'il paraisse. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir envie de le redire.
Et puis, votre métier d'ingénieur du son vous passionnait pas vraiment. Je crois que pendant que l'animateur parlait, vous lisiez l'équipe. Non, ça c'est pas vrai. Bon, c'est un métier, oui, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est un métier que j'ai adoré parce que c'est un métier qui fonctionne sur de l'adrénaline tout le temps. Quand vous êtes sur le direct, vous voyez bien, vous avez fait de la radio toute votre vie, vous savez que le gars qui est derrière, s'il est pas bon, vous serez pas bon non plus. Et en plus, là-dessus, vous avez 3 tourne-disques à lancer dans le bon ordre, 2 ou 3 magnétos à gauche, 3 lignes micro qui arrivent, un correspondant de New York qui essaye d'avoir la parole avant tout le monde. Enfin, ça se bouscule sérieusement. C'est un vrai challenge. Mais si, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que le gars qui était en face de moi avait, comment dirais-je, une certaine difficulté à parler en rythme sur des intros. Et moi, j'écoutais les radios américaines où les gars sur les intros, c'est comme aujourd'hui s'ils rappaient, quoi, le sens du rythme. Et donc, à un moment donné, j'avais décidé de lui faire croire que j'étais pas derrière la console. Et la pauvre assistante qui était à ma gauche dit mais ne fais pas ça. Et je me dis j'en ai rien à faire, je ferai ça si je veux. Et j'étais assez j'ai changé un peu sur ce genre de choses. Oui. Et puis vous n'êtes pas resté ingénieur du son, on va en parler, mais votre frère lui a fait une carrière plus que brillante, Dominique Blanc-Francard, dans ce métier-là. Oui, mais lui c'est une Formule 1. Moi j'étais juste dans le pit à réparer les boulons. Il est devenu un des très très grands mondiaux et d'ailleurs il sera avec moi dans un festival auquel on participe bientôt et pour parler de son métier. Et lui, il a rencontré des gens extraordinaires. Il a été l'ingénieur du son mythique du studio d'Hérouville, qui lui-même est un studio mythique avec des gens mythiques. Donc, voilà. Bon, vous avez fait d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 17 septembre 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrice Blanc-Francard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrice Blanc-Francard. Nous parlerons tout à l'heure de Rock My Soul, votre nouveau livre chez Calman Levy. On a parlé de vos débuts dans le jazz, de chroniqueur, d'ingénieur du son. Mais il y a une autre date importante dans un autre univers, c'est le 17 septembre 1983. Pour la première fois, vous êtes aux commandes de cette émission. C'est l'émission Les Enfants du Rock, qui a 18 mois, qui est déjà mythique, et vous vous retrouvez à la tête de cette émission parce que Pierre Lescure s'en va. Exactement, c'est Pierre Lescure qui a fondé cette émission avec tout un tas de jeunes Turcs du moment, dont Antoine de Caunes et plein d'autres. Quand je quitte la radio, pour une raison très simple. J'avais été accueilli par un nouveau directeur des programmes qui m'avait dit c'est extraordinaire ce que vous faites, j'aime beaucoup. Et tu sais, dans ces métiers, ouais. On n'est pas souvent. Il vaut mieux entendre le contraire. Oui. Alors j'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et puis je me suis dit que mon avenir était peut-être pas toujours là-bas, surtout que j'avais quitté le micro pour entrer, comme on dit, dans la structure. Et les structures. Il y a un moment donné où on se dit est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Et à un moment donné, Pierre Vigne, mon ancien directeur de France Inter, qui était lui arrivé chez Pierre Desgrosses dans le grand Antenne 2 du début des années 80, avait justement ce problème de Pierre Lescure qui quittait cette unité, comme on appelait ça, de divertissement, pour aller rejoindre la direction de l'information. Et il m'a appelé, il m'a dit faudrait que tu vois Desgrosses parce que je pense que tu devrais faire l'affaire, mais vois-le. Et ça s'est passé comme ça. Et moi, je me souviens de la première émission des Enfants du Rock qui était déjà présentée par Léon Zitrone, qui était surréaliste. Ah non, je m'en souviens pas. Lescure avait fait ça. Ah bon, quand même. Alors, vous passez le samedi soir, après Champs-Élysées, après Alfred Hitchcock présente, qui est une série qui a duré 7 ans, tournée entre 55 et 62. C'est un créneau facile. Oui et non. Parce qu'au début, c'était le jeudi soir à 22h30 et il y avait rigoureusement personne à l'antenne. Parce que la télévision, ça fonctionne un peu comme un circuit de Formule 1. Il faut rentrer dans l'aspiration de quelqu'un si vous voulez avancer vite. Et le quelqu'un, c'était Champs-Élysées. C'est que Drucker faisait un score formidable le samedi soir. Et il est évident que si vous êtes derrière, il faut que vous soyez le dernier des crétins pour tout perdre dans les 5 premières minutes. Donc l'idée c'était d'accrocher des wagons et de garder le plus de monde possible à l'antenne parce que à cette époque-là, les gens regardaient pas la télévision très tard et 22h30, c'est une heure où on allait se coucher. Voilà. Et il y avait des petits nouveaux qui sont devenus mythiques, comme Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Delaunay. Oui, il faisait une émission il m'avait proposé une émission qui s'appelait Sex Machine.
Et en fait, tout le monde, c'était très très drôle parce que la plupart des gens pensaient que c'était une émission sur le sexe. En fait, c'est une émission sur la soul et sur le funk. Et, et ils avaient joué très habilement de ce double entendre. Et en même temps, il y avait Sophie Favier qui débutait bien avant de Chavannes. Oui, c'est vrai. Vous l'aviez repéré, je crois. C'est eux qui l'ont repéré, je pense. Voilà. Et là, il y avait une indépendance totale. C'est-à-dire, c'était plusieurs émissions dans une seule émission, je crois. Dans Les Enfants du Rock, et c'était une devanture. Moi, j'étais le petit épicier qui devait fabriquer sa devanture pour attirer le chaland. Et j'avais un budget fixe, qui était un bon budget d'ailleurs pour l'époque. C'était autour de 850 000 francs pour faire, on était en francs, hein, pour faire une émission, c'était jamais une émission, c'était une mosaïque. Donc j'essayais de jouer sur toutes les tendances du rock, quelquefois sur le rock français très créatif qui se passait. On avait fait une émission à Sochaux avec Michel Villermet sur les gars qui étaient ouvriers à la Peuge mais qui jouaient du rock. Ou alors on avait traversé l'Atlantique. J'avais cassé ma tirelire pour demander à Lavilliers de faire une émission sur la salsa qui était absolument géniale. Donc ça pouvait être de l'un comme l'autre. Et vous touchiez à la fois les jeunes et les moins jeunes. Oui, j'ai jamais eu envie de toucher une catégorie particulière de la population. Je pense que le rock en lui-même on voit très bien aujourd'hui, il séduit aujourd'hui. J'entendais tout à l'heure sur Sud Radio François de Closet qui parlait de l'époque où il écoutait du rock dans les années 60-70 et qu'il l'écoutait toujours maintenant. C'est vrai que cette musique a créé un changement culturel profond qui n'est pas seulement celui des boomers, qui reste dans l'histoire, comme la soul d'ailleurs. Voilà. Et Les Enfants du Rock est devenu mythique aujourd'hui. C'est une émission dont même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on la connaît. Bon, je pense que oui. Ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas non plus pourquoi. C'est parce que l'époque était extraordinaire. C'était les premiers clips. 1985, c'est quand même c'est l'époque où Michael Jackson arrive avec Thriller. Je crois que c'est 84 même. Et Thriller fait démarrer totalement l'industrie du clip. Ce sont des petits chefs-d'œuvre de 4, 5 ou 6 minutes réalisés par des réalisateurs formidables qui plus tard feront eux-mêmes leur chemin dans la fiction, par exemple. Oui, aujourd'hui le clip est banal, mais à l'époque, les clips de Madonna ou de Duran Duran, c'était rarissime, et vous les aviez à l'antenne. Et celui de Police, c'était ma fonction principale, trouver le clip qui va accrocher, qui est l'exclusivité qu'on n'a pas vue ailleurs, et c'était ça qui devait faire démarrer l'émission et donner envie à tout le monde de continuer à regarder. On n'imaginait pas que les clips prendraient une telle proportion aujourd'hui. Non, parce que le budget n'est pas le même non plus. Aujourd'hui, plus personne ne dépenserait, 1 million ou 2 millions d'euros sur un clip. Les clips doivent valoir peut-être 5 ou 6 000 euros max. Le premier clip de l'histoire, je me suis un peu renseigné, c'est en 1894 aux États-Unis. Un violoniste et 2 hommes qui dansent. Et en France, c'est en 1902 sur une chanson de Fraxon réalisée par Alice Guy, qui était la secrétaire de Léon Gaumont. Wow. Et ce sont des films qu'on voit encore sur YouTube. Alors, il y a aussi, et c'était nouveau, les phénomènes de société que vous étudiez dans cette émission, dans Les Enfants du Rock, particulièrement Francard, par exemple, les rockers. Il y avait plein de sujets de société comme ça. Oui, non, mais parce que on peut pas. Moi, j'ai jamais que ce soit quelle que soit la musique à laquelle je puisse me référer, il n'existe pas de compréhension de la musique sans prise en charge de ce qu'est l'environnement de cette musique, qu'il soit sociologique, politique, historique. Et c'est ce que j'ai fait dans Rock My Soul sur la soul music, mais c'est ce que dans Les Enfants du Rock, on s'intéressait effectivement à d'ailleurs les interviews, quand vous interviewez Frank Zappa, quand vous interviewez Pete Townshend, le leader pas le chanteur, mais le guitariste des Who, ils vous disent tous la même chose. Et quand vous parlez avec Charles-Élie Couture, c'est le plus grand analyste du rock que je connaisse aujourd'hui. Dès l'âge de ses 25 ans, il théorisait. Et vous avez obtenu un 7 d'or, je crois, et puis aussi le prix de la meilleure émission pour l'enfance de 12 à 16 ans. Attendez, on n'a obtenu pas un 7 d'or, on a obtenu le premier 7 d'or de l'histoire décerné. Ça, c'est quand même... je l'ai donné à ma sœur, je crois qu'elle l'a mis quelque part dans une armoire. Et c'est un moment d'émotion de recevoir ce prix, ce trophée. Et je vais vous dire une chose, c'est drôle parce que j'adore le rugby, je regardais la finale récemment de la Coupe d'Europe de rugby, et Greg Aldrit, qui est un magnifique 3e ligne, qui disait, mais je ne sais pas ce que je peux dire parce que il y a plus de choses. J'ai tellement dépensé d'adrénaline que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et cette nuit-là, je me souviens que j'étais tout seul parce que ma femme et mes enfants étaient partis en Angleterre. Et vous êtes tout seul, vous rentrez chez vous et vous dites
C'est très bizarre comme sensation. Et pourtant, vous devriez sauter de joie, faire des cabrioles en l'air, aller voir tous vos potes et boire des coups. Non, c'est bizarre. Et j'en profite de vous rappeler que le rugby sur Sud Radio, tous les week-ends, nous transmettons en direct tous les matchs, nous les commentons et nous parlons vrai sur Sud Radio. Bon, alors il y a aussi la télévision, ça a débuté avec Pop 2 et José Arthur. C'était pas du tout les enfants du rock, là c'était des concerts filmés, ce qui était novateur. Oui, c'est très drôle la manière dont ça a débuté. Donc j'étais moi-même depuis très peu de temps chez José, où je m'occupais de toute la musique. Et José était un type formidable parce que une fois que vous aviez sa confiance, en fait on avait travaillé ensemble. Comme je travaillais comme technicien avec lui et j'étais vraiment un bon technicien et donc je donnais vraiment un bon rythme à l'émission et lui, il avait compris ça très vite. Donc on était restés vraiment amis et puis pendant 3 ans, j'ai plus jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que j'ai ce fameux coup de fil qui me dise lorsque je travaillais chez Pathé Marconi à sortir des disques puisque j'avais démissionné pour ça à la radio en 69 ou en 68, il me dit est-ce que tu voudrais pas venir ce soir dîner chez moi, le genre de proposition à laquelle la réponse est assez rapidement oui. Et là, il savait qu'il avait confiance. Donc il m'a dit bon, mais écoute, tu te débrouilles, voilà, tu prends la musique. Moi, je m'en occupe pas. De toute façon, la musique, ça m'intéresse pas. Enfin, pas celle-là. Et donc moi, je m'occupe des artistes, du spectacle, des livres, et toi de la musique. Et il m'a jamais emmerdé sur la musique. Oui. Et Pop 2, ça a été réalisé par Maurice Dumay. Vous avez des concerts enregistrés, ce qui n'existait pas à l'époque. Oui, mais le premier Pop 2 était fait. Maurice Dumay était venu. Il avait dit je cherche quelqu'un qui pourrait parler aux jeunes générations. Et alors, il avait pris José. José dit, mais je le ferai, mais avec Patrice. Et la première émission, où on avait ce fameux concert de Soft Machine à la Gaîté Lyrique, c'était avec José. Et là, je l'ai revu récemment sur l'INA, et je me suis vu, j'ai eu honte tellement, j'étais ce gars un peu arrogant, même très arrogant, qui fait semblant de parler à côté. Franchement, je me suis dit, si j'étais vraiment comme ça, il va falloir corriger sérieusement ça dans les années à venir. Vous avez fait d'autres choses ensuite, et il y a une date importante pour vous aussi, c'est le 10 mai 2008. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio, donc avec Patrice Blanc-Francard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrice Blanc-Francard. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre Rock My Soul chez Calman Levy. On a parlé de vos débuts d'ingénieur du son, d'animateur, de producteur des enfants du rock. Mais dans vos activités, il y a aussi une date importante qui est le 10 mai 2008. Ce sont vos débuts au festival Étonnant Voyageur comme responsable du cinéma et des documentaires. Oui, c'est drôle parce que c'était dans les années 60, enfin pour être très précis, dans cette partie de ma vie où j'ai donné ma démission à la radio parce que j'avais conscience assez rapidement après 68 que si je restais là à 60 ans, je ferais la même chose avec des gens différents en face de moi, mais que jamais j'avancerais dans ce que je voulais faire, qui était en fait de la prise de son et enregistrer des vrais groupes de musique. J'ai eu l'occasion de connaître un gars avec qui je travaillais à Jazzot dans mon travail de nuit où je faisais critique de jazz et qui me disait écoute, j'ai une promotion dans le sud, j'ai envie de quitter Paris, on cherche quelqu'un pour me remplacer, est-ce que je donne ton nom au type qui est le fameux Jean-Jacques Timel qui était son chef, et je lui dis pourquoi pas. Et donc j'ai un job là qui me prend 30% de moins de mon salaire, mais je me suis dit qu'avec ce que je dépensais en termes de disques, j'arriverais à faire la jonction assez rapidement, et puis c'était sympa. Et j'ai travaillé... Vous étiez chez Pathé Marconi. Oui, j'ai travaillé avec mon copain de bureau, enfin le gars qui occupait le même bureau que moi, était un type absolument extraordinaire, qui est devenu mon meilleur ami, malheureusement qui est parti maintenant depuis déjà un bout de temps, qui est Philippe Constantin. Qui est le seul à avoir convaincu le téléphone de signer un contrat. Exactement, et il est le seul à avoir fait connaître Pink Floyd en France. Et donc vous vous retrouvez chez Pathé Marconi, et puis petit à petit, vous faites d'autres connaissances, dont Michel Lebris. Exactement, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette longue digression. Avec Michel, qui est le meilleur ami de Philippe Constantin, qui à l'époque sort de HEC, où il a fait, des études à la fois de maths et de français, extrêmement brillant. Depuis le début, il est premier en classe partout, et son instituteur de Bretagne, alors qu'il vit dans une cabane sans électricité avec de la terre battue par terre, dit à sa mère, qui est femme de ménage, il faut que vous le laissiez aller à Paris.
Et l'instituteur, la mère dit mais c'est pas possible, il est trop petit. Non, 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 il est très différent. Et Michel va devenir ce qu'il est, avec toute sa carrière politique d'abord, mais aussi sa carrière d'écrivain. Il fonde cette magnifique entreprise qui est le Festival Étonnant Voyageur, il y a maintenant 32 ou 33 ans. C'est un festival qui met le voyage et le cinéma, et ça n'existait pas à l'époque. Non, mais c'est pas un festival de voyage, c'est un festival de fiction autour du voyage. Et qu'est-ce qu'on a dans notre tête qui nous fait voyager, comment on écrit, comment on rend compte de la réalité du monde tel qu'il n'est pas dans notre petite réalité à nous. Comment on nous fait planer quelque part avec un autre, avec un monde dit sauvage. Et j'ai retrouvé Michel Lebris bien plus tard, parce qu'on s'est perdu de vue pendant presque une quinzaine d'années, justement en 2007, à cette occasion-là, en étant invité à Étonnant Voyageur, en découvrant un festival qui est quand même, comme les Anglais disent, the best kept secret in the world, un secret le mieux gardé du monde, parce que on n'en parle pas énormément dans les médias. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire le début du juin pendant le week-end de Pentecôte, la date change selon les dates de la Pentecôte, oui. Oui, le Pentecôte n'est pas tous les ans à la même époque. Et donc, à ce moment-là, vous avez tout le 5e, 6e, une partie du 7e arrondissement qui arrive à Saint-Malo, c'est-à-dire tout l'univers du livre. Et puis aussi un univers du cinéma de plus en plus important, c'est vrai. Et il m'a dit, voilà, je cherche quelqu'un pour s'occuper du cinéma. Il y avait déjà quelqu'un, mais pour une raison ou pour une autre, il s'était pas très bien entendu. Est-ce que tu veux le faire? J'ai dit, écoute, tu sais, ouais, je peux, mais la musique est quand même mon truc principal. Il me dit, mais t'as quand même bien vu 2 films dans ta vie. Je dis, oui, j'ai dû faire ça, mais alors tu feras très bien. Et vous avez commencé là-dedans. Il faut savoir qu'au départ, ce festival, l'idée c'était d'aller sur les strass de Stevenson. Alors Stevenson, on connaît l'île au trésor, mais ce qu'on ignore souvent, c'est que l'inspiration et le goût des voyages lui est venu lorsqu'il a fait un voyage à Barbizon, près de Paris, le village des peintres. J'ignorais, ouais. Et donc il a vu des peintres dans les massifs, ça lui a donné le goût des voyages et le goût de l'aventure. Il a été, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, Michel nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Il a été le grand spécialiste de Stevenson. Il adorait Stevenson. Il a même redécouvert des écrits dont personne n'avait entendu parler. Et quand vous commencez à travailler sur ce festival, Patrice Blanc-Francard, les films de voyage sont pas aussi courants qu'aujourd'hui à la télévision ou au cinéma. Non, c'est vrai que d'abord, les films de voyage d'une part, et le retour du vrai documentaire d'autre part. Parce que quand j'étais gamin, les documentaires que je voyais à la télévision, c'était vraiment un ennui mortel. Enfin, à quelques exceptions près. Mais aujourd'hui, le documentaire est devenu en soi un moment de film extraordinaire. Et vous découvrez à cette époque, et ça vous a marqué, les films africains, les films venus d'Afrique. Oui, d'abord il y avait Jean Rouge qui était l'origine, mais aussi tous les grands, les nouveaux réalisateurs africains qui apportent quelque chose de totalement différent. La manière qu'ils ont de filmer l'image a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe, par exemple. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est aussi intéressant parce que en France, en général, en Europe, on dit l'Afrique, mais l'Afrique, ça n'existe pas du tout. Vous avez l'Afrique du Nord, vous avez le Maghreb, vous avez l'Afrique derrière tout ce qui est sous le Sahel, entre Mali, Mauritanie, Soudan, etc. Et puis vous descendez encore plus l'Afrique du Centre, avec le Congo et les 2 Congos qui se ressemblent pas. Vous arrivez dans l'Afrique australe. Il n'y a pas une Afrique, il y a millions d'Afriques. Et ça veut dire regarder des dizaines de films chaque année? Oui. Je confirme. Mais c'est un travail nouveau pour vous à l'époque. On finit par s'y perdre, non? Non, c'était passionnant. Le pire, c'est quand il a invité les réalisateurs russes il y a combien de temps maintenant? Presque 12 ans. Et alors là, ils ont envoyé toutes les cassettes qui étaient pas doublées. Et pas sous-titrées, donc c'était un peu compliqué de choisir les films. Après, enfin, je ne raconte même pas la façon dont ils sont comportés. C'est le train du livre qui est l'endroit où le deal avec la SNCF, c'est que la SNCF met à disposition du festival un train qui permet de faire venir tous les auteurs le samedi et de les renvoyer à Paris le lundi soir. Et je peux vous dire que le train du livre colonisé par les auteurs russes le lundi soir, ouais, c'est un train qui avait du mal à rester sur ses rails. Voilà, la vodka fonctionnait à plein. Ah oui, on peut dire. Et en même temps, ces films vous ont permis finalement de découvrir les problèmes écologiques avant bien d'autres, Patrice Blanc-Francard. Oui, enfin, avant bien d'autres, je ne dirais pas, parce que tout le monde les a découverts en même temps. Mais là, on les découvrait d'une manière assez globale. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant. Et on se rendait compte de ce qui se passerait aujourd'hui ?
Déjà, les prémices existaient, oui. Jean-Louis Etienne sur l'épaule avait déjà averti depuis très très longtemps. La montée des eaux était un phénomène que ouais, tous ces choses-là se connaissaient, mais ils n'atteignaient pas vraiment le grand public, en fait. Et puis vous avez vécu une autre aventure, et ce générique en est le symbole. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure. Zorro, diffusé pour la première fois dans l'émission de Pierre Tchernia le jeudi après-midi en 65, entre un dessin animé de Mickey et Jiminy Cricket qui racontait la nature, et toujours d'actualité aujourd'hui. Et si je parle de ça, c'est parce que Disney, c'est une autre de vos vies, Patrice Blanc-Francard. C'est drôle parce que jamais j'aurais imaginé travailler pour Disney. Ça s'est passé dans le cabinet d'attente de France 3, où j'étais avec un certain nombre de mes camarades pour vendre une émission, enfin vendre comme on le fait chez les grands, avec Jean-Luc Petit-Renaud, et une émission qui s'appelait Grand Gourmand, et on voulait faire une émission sur la gourmandise de la rusticité, ce qui était effectivement d'avant-garde à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui il y a que des émissions comme ça sur toutes les télés. Mais donc on attendait un peu que Duhamel soit libre, et mon portable sonne dans ce petit salon. Et je ne vois pas qui est le numéro, mais bon, je réponds quand même. Et je me trouve avec un gars qui me dit bon, je suis la société machin américaine. Nous sommes des chasseurs de tête et nous voudrions avoir un entretien avec vous. Alors, oui, mais à quel sujet? Il me dit voilà, on cherche quelqu'un pour Disney Channel. Disney Channel, ça n'existait pas en France. Ouais. Il y avait un truc qui s'appelait Disney sur TF1 tous les dimanches matins, ouais. Ou samedi matin. C'était des trucs pour les tout petits, en fait. Et donc, je leur dis, mais pourquoi vous pensez à moi? Le gars ne dit rien. Et au bout de 3 minutes, il finit par me dire, vous êtes le 9e sur la liste parce que les 8 premiers ont fusé. Oui. Donc je me suis retrouvé là-dedans parce que je connaissais très bien et j'avais beaucoup apprécié quand j'étais aux Enfants du Rock le contact que j'ai eu avec Philippe Lacaux, qui était le président de cette nouvelle station. Et c'est une station vraiment intéressante qui voulait parler, grosso modo, aux 8-12 ans. Et ça m'intéressait beaucoup parce qu'avec les Enfants du Rock, j'avais le truc juste au-dessus, enfin des ados, des 16, de 15, 14 à 30, quoi. Et je me disais, on peut parler peut-être aux gamins comme ça, qui étaient en fait ce qu'on appelle aujourd'hui des adolescents, en les regardant droit dans les yeux, c'est-à-dire en les traitant pas comme des petits. Et là, on a eu une aventure, mais franchement extraordinaire. Il n'y a que des avions de chasse dans cette équipe, fantastique, j'ai adoré. Et en même temps, travailler pour la Walt Disney Company, c'était stressant, non? Oui, mais c'est devenu stressant après. C'est la raison pour laquelle je suis parti. C'était pendant les 3 premières années. Le quartier général, c'était pas à Los Angeles, mais à Londres, et c'était un Sud-Africain qui le maintenait. Et les Européens avaient vraiment, personne nous emmerdait, quoi. Et le jour où l'offensive US est arrivée, c'était un peu différent avec des gens qui vous disaient, ben oui, vous êtes français, et alors? Vous faites comme tout le monde. Nous, on a le même truc, soit la France, la Finlande, tout ce qu'on veut, c'est la même chose. Bon, je me suis senti un peu orphelin, là. Mais quand on pense que Walt Disney travaillait 18 heures par jour jusqu'à la fin de sa vie pour ses films, en fumant 5 paquets par jour, d'où son cancer du poumon, on imagine comment il a construit cet empire. Mais l'empire en lui-même, j'ai rien contre, c'est un empire magnifique. Les histoires qu'a racontées Disney sont probablement parmi les histoires les plus mythiques. D'ailleurs, ils sont basés sur les contes très anciens, les contes de Grimm notamment, mais il a bâti l'univers du mythe Aujourd'hui, technologiquement, l'univers Disney est formidable. Ce qu'on peut voir sur ce qu'ils ont fait Star Wars maintenant, je suis étonné parce que je trouve ça vraiment très très bien. Le fait d'avoir acheté Pixar, par exemple, leur permet de se renouveler complètement sur ce qu'on appelait le dessin animé en 3D. Et puis, bien avant, vous aviez dirigé les divertissements aussi de France 2 au moment des Enfants du Rock. Oui, parce que les Enfants du Rock quand j'ai été engagé, c'était pas pour faire les Enfants du Rock, c'est pour m'occuper d'une unité de divertissement. Il y en avait 2. L'une était dirigée par Jacques Nakache, sur lequel il y avait tous les grands divertissements grand public, c'est-à-dire Champs-Élysées, Jacques Martin, etc. Puis l'autre, un peu pour les rigolos, ça comportait effectivement Platine 45, qui était une émission qui était présentée par Jakubowicz, et les Enfants du Rock, entre autres. Et puis on a un peu oublié la première chaîne de télévision musicale, TV6, et qui a failli s'appeler, je crois, TNT, Turbo 6, V6, MV6, Super 6 et Énergie 6. Et là aussi, vous étiez dans l'aventure, Patrice Blanc-Francard. Oui, c'est vrai que là, je pense que
Avec Disney, j'ai eu une aventure longue de presque, voyons, 6 ans, 7 ans. 8 ans, mais là ça a été l'adrénaline maximum, ça a duré 1 an et demi et la fin a été affreuse parce qu'on avait vraiment une équipe fantastique. On a été les premiers à sortir la créativité des clips français de la French Connection des années 80 avec Etienne Dao, Lio, enfin tout ce qu'on Étienne et tous les trucs qui aujourd'hui sonnent extrêmement vintage. Et avec des gens je me souviens de la première réunion, il y avait une table qui faisait 7 mètres de long sur 3 de large, 40 téléphones dessus qui sonnaient tout le temps. Et c'était le centre névralgique du truc. Et je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Là, franchement, je veux pas du tout être l'équivalent de Walt Disney en France, mais je peux dire que c'est rare qu'on travaille moins de 18 heures par jour, au moins dans les premiers mois. Oui, et il faut savoir que cette chaîne, c'est une première chaîne musicale voulue par Mitterrand, et puis il y a eu des élections, la cohabitation, et donc ça a mis un terme à cette chaîne. Oui, malheureusement, et j'ai vu cette chaîne avec tous ceux qui l'avaient fait, les 40 ou 50 personnes qui l'avaient fait, regarder cette chaîne se transformer en un petit point blanc sur un écran noir, et je peux vous dire que ça serre le cœur. Et il y avait des débutants qui s'appelaient Jean-Luc Delarue, Childéric Muller. Exactement. Et donc ce sont des pionniers d'une forme de télévision qui est aujourd'hui banale. Je sais pas si elle était pas banale quand elle a existé. La banalité, c'est juste ce qui devient plus grand et qui touche beaucoup plus de gens et donc ne surprend plus. Voilà. Et vous surprenez encore, on en parle avec une autre date, le 1er juin 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrice Blanc-Francard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrice Blanc-Francard, on a parlé de vos différents métiers, le son, l'animation, le jazz, et là vous surprenez encore avec un livre qui s'appelle Rock My Soul chez Caban Levy, et ce livre c'est l'histoire d'une musique dont on connaît le nom mais pas l'histoire vraiment. Mais pourquoi est-ce que c'est surprenant? C'est pas surprenant. Pour moi la soul et le jazz sont indissociables. Ça vient en fait de 2 piliers qui sont le blues, qui vient, je l'explique, enfin j'essaye de l'expliquer un peu dans mon livre, qui vient de très très loin, qui a ses racines loin dans l'Afrique avant l'esclavage et qui s'est transmis d'une manière orale et mystérieuse, mais aussi tout à fait extraordinaire à travers ces générations qui ont vécu un destin terrible et jusqu'à maintenant. Et puis la musique d'église. Qui est celle des Noirs américains aux États-Unis, qui est le gospel song qu'on appelait autrefois negro spiritual. Il y en a un qui est profane, c'est le blues, qui parle dans ses paroles de l'alcool, de la femme infidèle, de la mule qui veut pas tracer son soc dans la terre qui est trop. Le blues est très rural au début, et puis le reste c'est purement louer le Seigneur avec des hymnes. C'est pas exactement les hymnes qu'on entend dans les églises occidentales. Voilà, toutes les musiques se rejoignent. Le rock my soul, le rock et la soul, c'est finalement son cousin. C'est un peu l'idée, quoi. Parce que c'est vrai que si je suis connu pour une chose, peut-être c'est l'émission la plus célèbre, c'est Les Enfants du rock. Oui. Et puis j'aurais pu écrire un dictionnaire amoureux du rock comme j'ai fait sur le jazz, mais Antoine Decaune l'a très bien fait, donc j'ai aucune raison d'aller sur ces plates-bandes. Mais la soul a été pour moi tellement importante à cause de cette dimension d'âme qu'elle a. Et notamment, je parle là-dedans du début de Ray Charles, qui a été pour moi une influence tellement prépondérante. Quand j'ai entendu je devais avoir 17, 18 ans, 20 ans, j'ai entendu, avant What Did I Say, j'ai entendu tous les grands classiques, Lonely Avenue, tous ces trucs qu'il a enregistrés dans les années 50, 55, et c'est tellement fort que je me suis dit que cette musique, ça parle à mon âme, quoi, il n'y a pas de doute. Ben, cette musique, elle parle à tous, écoutez ceci. I got a woman way over town that's good to me. C'est vrai que Ray Charles, au début, c'était pas évident. Personne n'en voulait. Il s'est fait jeter un peu de partout. Oui, mais parce qu'il chantait pas ça. Au départ, c'était un imitateur de Nat King Cole. C'était une musique un petit peu sucrée avec une voix haut perché et langoureuse. Et c'est la rencontre avec Ahmet Ertegun, tout jeune président de la société Atlantic Records à New York.
fils d'ambassadeur, l'ambassadeur turc de Washington, qui il a tout de suite compris, parce que Ahmet Ertegun était un type qui avait une culture extraordinaire et qui en plus collectionnait les disques de jazz, il connaissait tous les trucs de blues, il était à fond dedans. Donc il savait ce qu'il fallait faire sortir dans Ray Charles. Il a passé 3 ans à le faire, et au bout de 3 ans, il y a eu I Got a Woman, qui a été enregistré sur un campus, dans une station de radio comme celle-ci. La seule différence, c'est qu'il fallait s'arrêter toutes les heures à -5, parce qu'il y avait un train qui passait derrière. Voilà. Et il a fait ensuite What I Say, qui était le bonus d'un concert que personne n'imaginait que ça ferait un tel triomphe. C'est vrai. En fait, plus qu'un concert, à l'époque, c'est pas des vrais. C'était des orchestres étaient employés pour ce qu'on appelait des dances. Donc vous étiez là dans un champ quelque part, un samedi après-midi à 5 heures, et vous jouiez. Il fallait jouer pendant 4 heures. Je peux vous dire que jouer pendant 4 heures, il faut y mettre faut mettre tout le répertoire. Et à la fin du truc, il leur manquait 15 minutes. Alors Ray s'est approché, a vu les Raelettes, son groupe de chœur féminin qui était là, et fait quoi que je fasse, soyez avec moi. Et ça a donné What I Say. Exactement. Alors, le soul, Patrice Blanc-Francard, vous l'avez découvert à travers un roman qui s'appelle Pluie et vent sur Télumé, qui est un hommage à l'amour de la vie. En fait, si j'ai découvert le soul là, j'ai découvert l'âme de l'âme caribéenne, parce que Pluie et vent sur Télumé Miracle a été écrit par une femme absolument merveilleuse, qui s'appelle Simone Schwarzbart, qui est l'épouse du fameux André Schwarzbart, qui a écrit Le Dernier des Justes en 1959. Elle, guadeloupéenne, lui, juif ashkénaze, dont la famille a été totalement anéantie pendant la guerre. Il écrit le premier grand livre sur la Shoah qui est glaçant, mais magnifique, qui d'un seul coup, il reçoit le Goncourt, et il change totalement de vie. Il fuit devant... Lui, il supportait pas les problèmes d'argent, parce qu'il n'avait jamais eu d'argent de sa vie, et avoir d'un seul coup, c'était pas possible. Donc, ils sont tous partis en Suisse. On savait, c'est une équipe de dégroupes, qui 5 qui l'a retrouvé à Lausanne. Et du coup, ils sont partis se cacher de nouveau en Guadeloupe, dans la famille de Simone. Mais elle a écrit, pour moi, c'est un des plus beaux livres sur... Si on veut comprendre ce qu'est l'âme aujourd'hui, pas seulement de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est une île, mais il faut aussi voir tout ce qui a essaimé de l'Afrique de l'Ouest, qui a été quasiment vendu là. Et c'est notamment le début de mon livre, où à la suite d'une promenade en bateau, je découvre cette extraordinaire embouchure à travers quasiment la forêt vierge, qui s'appelle Petit Canal, et c'est là une des portes d'entrée pour les embarcations qui vendaient les esclaves, et on les faisait venir tout au long des marches jusqu'à une église où ils étaient vendus sur le parvis. Et il se trouve que Petit Canal, au départ, ça s'appelait mancenillier, et c'était un arbre aux fruits odorants mais toxiques qui aurait empoisonné les marins de Christophe Colomb lorsqu'ils ont débarqué. Ah, je ne savais pas ça. C'est une excellente... Je me penche beaucoup sur Petit Canal. Alors, effectivement, l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, c'est au cœur de la musique soul, Patrice Blanc-Francard. C'est au cœur de toute la musique faite par la communauté noire, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit... parce que au départ, les États-Unis, tout le continent américain est occupé par des Amérindiens. On sait comment l'histoire se développe, les conquistadors arrivent, et puis derrière, on découvre un certain nombre de richesses pour que ces richesses puissent devenir encore plus riches et faire grandir les caisses de grands pays comme l'Espagne, comme l'Angleterre, etc. Il faut que les colonisateurs trouvent de la main-d'œuvre. Donc les esclaves, les Européens n'ont pas inventé l'esclavage. Il existait bien avant, il existait à tous les moments. Il existait au moment de Rome, il existait lorsque les Arabes ont conquis une grande partie de ce marché-là. Les Noirs eux-mêmes ont vendu des esclaves. Et en fait, c'est cette arrivée de millions de gens sur le continent américain qui a développé une culture qui aujourd'hui... Les musiques d'esclaves ont conquis le monde. Et c'est pas seulement aujourd'hui avec le soul, c'est aussi avec le reggae, par exemple. Si vous prenez la musique de Bob Marley, le reggae n'existait pas. Personne n'en avait entendu parler avant 1972. Il a fallu que ce gars-là arrive avec cet album Catch a Fire, sorti par Trojan en Angleterre, et qui a fait flamber littéralement Aujourd'hui, ce n'est plus le blues qui est l'arbre principal des musiques d'esclaves, c'est aujourd'hui le reggae. Bien sûr. Et il y a aussi le rhythm and blues qui est né de la soul. Et le rhythm and blues, je crois que c'est né dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis.
Oui, mais en fait, c'est né d'une injonction qui avait été faite par le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait le Billboard. Le Billboard était le premier magazine aux États-Unis pour traiter de la vente des disques, hein, c'est pas forcément esthétique. Et donc, dans ce Billboard-là, il faut comprendre que les États-Unis catégorisent beaucoup plus que nous. Donc, nous, on a un classement variété classique, et peut-être maintenant jazz et encore. Là-bas, ils avaient un truc country and western, classique, pop. Il y avait au moins 5 ou 6 différents classements. Et dans le classement, il y avait un truc qui s'appelait Race Records, des disques de race. C'est comme ça que dans les années 20, on appelait les disques qui étaient faits pour les Noirs. Lorsque la société OK s'est rendu compte qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs s'étaient enrichis d'une certaine manière, la communauté noire, et qu'il y avait une petite bourgeoisie qui avait suffisamment d'argent pour acheter un Victor Victrola, une sorte de gramophone de l'époque, et des 78 tours qui allaient avec. Et cette société a sorti un 78 tours par une chanteuse qui s'appelait Mamie Smith, dont le titre c'est le Crazy Blues, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui a créé un véritable marché, les Race Records. C'est resté sous cette marque-là jusqu'au moment où un gars qui s'appelle, qui est en fait Jerry Wexler, qui écrit, qui est fan de ce genre de musique, dit non, je n'écrirai pas une rubrique qu'on me demande de faire sous ce titre-là, c'est raciste. Et le rédacteur en chef dit, mais mon pauvre, quoi, vous me proposez quoi? Il dit, pourquoi pas Rhythm and Blues? Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et le premier succès du Rhythm and Blues, c'est Ike Turner qui l'a interprété. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new rocket. Ike et Tina Turner, couple mythique, et là aussi c'était un personnage extraordinaire, Ike Turner. C'est vrai, mais ce premier disque qui s'appelait Rocket 98, Rocket 88, oui. qui était le numéro, qui était en fait une bagnole, ça parle toujours de bagnole, ce genre de choses, était sous le nom du saxophoniste Jackie Branston, et Ike Turner est devenu malade de rage parce que c'était quand même lui et donc ensuite il a créé Ike et Tina Turner, mais Ike Turner était vraiment peut-être un bon musicien, mais un très sale type. Il a maltraité Tina, elle a écrit un livre absolument émouvant qui s'appelle Moi, Tina, là-dessus, qui raconte sa vie d'esclave, quoi. Grosso modo, ce que Ike Turner avait fait, il avait déposé le nom Tina Turner comme une marque. C'est-à-dire que n'importe quelle chanteuse de son orchestre pouvait s'appeler Tina Turner. Et Tina Turner n'existait pas, en fait. C'était une enveloppe vide. Et faut dire qu'elle a une vie difficile. Ouais. Alors il y a eu un tournant quand même, c'est le jour où elle fait la première partie des Rolling Stones en Angleterre. Et là, même pour la musique soul, c'est un tournant, Patrice Blanc-Francard. Ah mais absolument, c'est un tournant. Et ça se passe en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et le vrai tournant se passe dans un festival pendant la fameuse tournée des Stones. La deuxième, et là, elle chante notamment un morceau des Stones, elle le chante tellement bien que le chroniqueur de Rolling Stone, le journal, qui dit après dans son journal, on devrait décerner un prix à Mick Jagger pour avoir eu le courage de monter derrière après la performance d'Ike et Tina Turner. Et Ike Turner a dit à ce moment-là, nous ne faisons pas de soul music, nous faisons du rock noir. Voilà, qui est très différent. Et puis il y a quelqu'un aussi à qui vous rendez hommage, c'est Aretha Franklin. Et vous avez dit un jour, vous dites dans votre livre qu'Obama a dit « L'histoire de l'Amérique est plus belle quand Aretha chante ». C'est vrai, et je dois dire que personnellement, j'ai eu la nouvelle de la mort d'Aretha quand j'étais dans une librairie d'un grand magasin parisien, cet été où elle est morte. Et franchement, j'ai presque pleuré. J'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de ma propre famille. Tellement ce que chante Aretha est tellement profond, elle me va tellement au cœur. Et c'était quand vous entendez son album de gospel qui s'appelle Amazing Grace, Aretha symbolise pour moi totalement tout l'esprit de la soul music. Et puis il y a un film qui raconte sa vie. Et vous dites dans ce livre, Patrice Blanc-Francard, que la critique l'a démoli, mais que c'est un film à voir. Ah oui, moi j'aime beaucoup le film. La critique a démoli tout un tas de films absolument formidables qu'on revoit 25 ans après en se disant comment est-ce qu'un imbécile a pu écrire ça. Mais bon, c'est la vie. Et puis, dans ce film, son rôle est tenu par Jennifer Hudson, qui avait assuré sa première partie, ce qui était exceptionnel, parce qu'en général, Aretha Franklin n'acceptait que des humoristes en première partie. Mais Jennifer Hudson n'est pas Aretha, évidemment, mais elle lui donne une personnalité formidable.
Et puis vous évoquez Michael Jackson à travers Quincy Jones, qui vous a parlé de lui un soir, Patrice Blanc-Francard. Oui, j'étais à Montreux. Enfin, j'étais à Évian et on était en vacances avec toute ma petite famille et je me dis tiens, Claude, un vrai ami, parce que ça date du Pop Club. Il est arrivé au Pop Club en 1970, en 69, en disant voilà, écoute, je fonde un festival à Montreux et on avait plein de goûts en commun. Donc j'ai fait de la pub pour son festival. On est restés amis. Et j'appelle en disant je suis à Évian et est-ce que je peux passer chez toi? Il me dit mais t'embête pas, oui c'est une bonne idée. Mais je viens de chercher, fais pas le tour parce que ça va prendre 2 heures. Je viens de chercher avec le canot. Alors il arrive avec son truc, c'est une espèce de petit canot formidable, un Riva, c'est une sorte de la Rolls du je sais pas comment on appelle ça, un canot à moteur. Ouais. Quoi. Et c'est fou parce que mes enfants à l'époque, les deux plus grands avaient peut-être 9 et 7 ans et ils ont conduit le truc. Ils étaient comme des fous et on est arrivé chez Claude qui nous fait monter dans il avait une villa sur les hauts de Caux, au-dessus de Montreux. Et il me dit, j'ai une petite surprise pour toi, tu vas voir. Et la porte s'ouvre, et qui ouvre la porte? Quincy Jones, avec son amoureuse du moment, Natasha Kingsty, qui était belle comme un ange. Et je me souviens que mon deuxième fils, Louis, qui devait avoir 3 ans à l'époque, a toujours refusé de l'embrasser. On lui a dit, tu t'en repentiras plus tard. Et Quincy Jones vous a dit qu'il avait quitté Michael Jackson. C'est moi qui lui ai posé la question. Ouais. Il avait quitté Michael Jackson. Ou plutôt, Michael Jackson lui a fait comprendre que bon, leur association était terminée et c'était après Thriller et après Bad. Et en fait, les 3 meilleurs albums que Michael Jackson ait jamais fait en solo, c'était Quincy Jones qui produisait. Et il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, tu comprends, un artiste est un artiste. Et la pire chose qui puisse arriver à un artiste, c'est d'avoir le contrôle total de tout ce qu'il fait. Et évidemment, c'est ce qui est arrivé. Donc, moi, personnellement, je considère que ce sont les 3 meilleurs albums de Michael Jackson en solo. Évidemment, il y a les albums avec les Jackson 5 avant. Voilà, il y a beaucoup d'autres informations, d'anecdotes et de récits dans ce Rock My Soul de Calman Levy que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est non seulement de la musique, mais c'est notre histoire. Voilà. Merci Patrice Blanc-Francard de l'avoir raconté. Et puis vous en ferez d'autres des livres comme ça. Ah bah écoutez, j'espère bien. Une fois qu'on a commencé, on s'arrête pas, ça l'ennuie. Merci Continuez, Jacques. Ne changez rien. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.